Bonjour Madame Juel. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Albatros 06 qui a pour but l'accompagnement des personnes en fin de vie, des grands malades, des personnes âgées, ainsi que l'accompagnement des familles en deuil et des aidants. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à l'accompagnement et ensuite à la présidence de cette belle association? Oui. Ce qui m'a amené à l'accompagnement, en fait, c'est un deuil personnel, donc la mort de mon fils en 88, le 9 septembre 1988. Et sur ce chemin de deuil, j'ai vraiment senti une mission en moi, en fait, se créer dans l'accompagnement, compte tenu que mon enfant est mort seul dans un accident de voiture. Donc il me semblait vraiment primordial de développer le bénévolat en France et d'amener un maximum de bénévoles accompagner les personnes qui sont seules en fin de vie, les grands malades qui n'ont pas de famille non plus auprès d'eux, ainsi que les familles en deuil qui parfois sont vraiment pas accompagnées par des familles avec qui ils ne peuvent pas parler de leur deuil et avec qui peuvent échanger des émotions et parfois pleurer. Ce long chemin en fait de deuil m'a amené à rentrer dans les soins palliatifs, à faire des formations et à sentir en moi en fait le besoin d'être dans l'accompagnement. Et par la suite, mon chemin m'a amené à rentrer dans l'association Albatros à travers la rencontre avec Françoise Leduc, la présidente actuelle en 1993 quand elle a créé l'association. Je l'ai rencontrée en 1997 et en fait ce fut pour moi une révélation puisque j'ai su que ma place était là, dans cette association. Elle m'a demandé très rapidement de devenir présidente, elle-même étant fatiguée par ce travail très important qu'elle avait fait pour créer notre association. Et là, depuis que j'ai pris la présidence en 2001, en octobre 2001, à l'Assemblée Générale, ma mission en fait a semblé de plus en plus précise en moi, c'est-à-dire que former beaucoup de bénévoles pour être auprès d'un plus grand nombre de malades, de personnes âgées ou de personnes en fin de vie. C'est un petit peu comme une bougie en fait, dont la flamme reste allumée, c'est l'accompagnement pour moi, l'accompagnement des personnes qui sont seules, qui risquent de mourir seules, et donc former toujours plus de bénévoles pour être au plus près et d'un plus grand nombre de personnes. Madame Juel, l'accompagnement des personnes en fin de vie peut paraître aux personnes qui ne connaissent pas une activité très difficile, rebutante. On dit que c'est une activité où on reçoit plus que ce qu'on donne. Pouvez-vous nous définir l'accompagnement et expliciter ce fait? Oui. L'accompagnement est un rôle en fait qui est encore de nos jours mal connu, notamment par les soignants qui voient une certaine compétition dans l'approche des bénévoles près des patients qui sont en fin de vie. Le bénévole, j'ai appris ce rôle au Canada lorsque j'ai pris la présidence en 2001, est un rôle qui est très difficile à tenir compte tenu que les bénévoles n'ont qu'une seule chose à faire, c'est être à côté des patients à leur disposition dans ce qu'ils veulent dire ou ne pas dire, dans leur silence également. Le bénévole en fait doit accompagner, il doit être là. C'est un rôle qui est très difficile pour eux parce que même parfois lorsqu'ils finissent leur formation initiale, ils le disent, c'est très difficile d'être là et de n'avoir rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils ne doivent pas se substituer aux soignants, ni aux équipes qui font le ménage ou ceux qui font la toilette des malades ou qui leur donnent à manger. Ils sont là pour écouter le patient, écouter la personne âgée, écouter la personne en deuil dans les émotions qu'elle traverse et dans ce qu'elle a à dire dans l'ici et maintenant, dans ce moment en fait essentiel. Ils recueillent parfois des témoignages très difficiles pour les personnes qui sont gravement malades et en fin de vie, des choses parfois qu'ils ne peuvent pas dire à leur famille ou à leur entourage tellement elles sont difficiles. Les bénévoles reçoivent en fait des cadeaux dans ces confidences, on va dire, dans ces secrets parfois de familles portés pendant des années
les secrets qu'ils recueillent et qui sont jalousés parfois justement par les équipes soignantes. C'est un rôle difficile mais un rôle merveilleux parce qu'en fait, bien sûr, chaque bénévole qui reçoit ce cadeau est porteur en fait d'un grand mystère qui anime chaque personne en fin de vie ou chaque malade ou chaque personne âgée dans des choses qu'ils n'ont pas pu résoudre durant leur vie et qui sont à régler justement à la fin de leur vie. Marie-France, notre association a toujours besoin de plus de bénévoles, comme vous l'avez expliqué. Que pourriez-vous dire à une personne qui aimerait faire cette activité, mais qui n'ose pas se lancer parce qu'elle pense qu'elle ne va pas y arriver ou que c'est trop difficile? Oui, effectivement, le mot soins palliatifs est associé au mot mort de nos jours, ce qui fait très peur à beaucoup de personnes et à la population en général. Un bénévole a toujours peur de s'engager parce qu'il ne sait pas en fait ce qu'on va lui demander de faire ou de ne pas faire. Il se pose beaucoup de questions avant son inscription en pensant qu'on risque de lui demander d'être uniquement auprès des personnes en fin de vie. On ne va jamais demander dans notre association à un bénévole de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. On va toujours déterminer avec lui et avec la psychologue qui est dans notre équipe ses limites, on va connaître ses limites pour savoir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il ne pourra pas faire, ainsi que lui-même, durant ses stages, à la fin de sa formation initiale, il sera à même de savoir en fait s'il se sent à sa place dans le service qui lui sera déterminé ou pas. Si c'est un service trop dur, on lui proposera de commencer par les personnes âgées. Si ce n'est pas le cas, s'il se sent bien dans un service d'oncologie ou de soins palliatifs, ou à domicile, puisque le domicile se développe beaucoup avec la dernière convention que nous avons signée avec les soins à domicile HAD. S'il se sent à sa place, en fait, il pourra donc y rester. Sinon, on lui proposera un autre service, toujours. Il sera accompagné dans les groupes de parole, il sera accompagné par un tuteur, un coordinateur. En fait, il ne sera jamais seul avec qui il pourra parler en fait de ses difficultés, de ce qui est bien ou de ce qui est moins bien pour lui. On ne demande jamais à un bénévole, en fait, de faire ce qu'il ne peut pas faire. Pouvez-vous nous dire à quel point cette activité est enrichissante, à quel point on reçoit beaucoup plus que ce que l'on nous donne? C'est ce que disent tous les bénévoles et c'est ce que je dis aussi pour avoir pratiqué et pour pratiquer toujours l'accompagnement. Donner et recevoir sont des choses essentielles dans la vie, mais en fait on ne peut pas faire que donner sans recevoir. Ce que donne un bénévole à un patient ou à une personne âgée ou à une famille, c'est de son temps, mais c'est aussi de son écoute, c'est de lui-même, c'est de son amour. Et ce que donne un patient aussi, ou une personne âgée à un bénévole, quand il va arriver à être dans cette confiance qui est très proche du bénévole, il va arriver à lui confier des choses qui sont parfois très, très intimes et qui font partie de leur histoire personnelle. Les bénévoles qui décident de faire donc ce chemin dans leur vie de bénévolat, d'écoute des patients, sont à même d'attendre justement de recevoir des paroles qui sont essentielles parce que les personnes qui sont gravement malades ou en fin de vie, ou même les personnes âgées, ne vont jamais parler pour dire des choses qui sont banales. Ils vont dire des choses très très profondes. Et ça, c'est un cadeau que le bénévole reçoit. C'est un cadeau en fait qui va leur permettre de se sentir utile dans leur mission de bénévolat. Et je pense que ce cadeau, c'est quelque chose en fait qui les enrichit beaucoup, parce que s'ils ont fait le choix de faire du bénévolat, c'est pour donner. Et c'est en donnant beaucoup qu'ils s'aperçoivent qu'ils reçoivent souvent bien davantage. Marie-France, vous avez certainement dû faire de très nombreux accompagnements. Est-ce que parmi ceux-ci, il y en a un qui vous a laissé un souvenir particulier et que vous aimeriez faire partager? Oui, bien sûr. Je vais vous parler d'un accompagnement d'un monsieur qui n'était pas très âgé, puisqu'il devait avoir une 50aine d'années. Il était en fin de vie. Il vivait à Nice, professionnellement il habitait Nice, et il était séparé de sa femme, pas divorcé, mais séparé. Il avait des enfants, et sa femme et ses enfants habitaient en Algérie.
Ce monsieur, en fait, est venu à la clinique pour ces derniers jours. Il se savait condamné, en fait, dans sa maladie. Et sa femme, avec qui il était resté marié pour des raisons financières, sachant que ses jours étaient comptés, est venu en France pour, on dira, la fin de sa vie et surtout pour régler les papiers auprès des notaires. C'est des situations toujours difficiles quand, en tant que bénévole, on se retrouve confronté à une situation familiale complexe où on ne parle que d'argent et où l'essentiel ne peut pas être dit. Ce monsieur m'a très rapidement raconté son histoire et en fait ce parcours de vie qu'il a eu avec sa femme, qui a été pour lui une vie pas idéale, puisqu'il n'a pas été un mari exemplaire, il a trompé sa femme toute sa vie, bon, il ne s'est pas trop occupé de sa famille, même de ses enfants. Il était dans un recueillement qui lui permettait d'être à l'essentiel, comme je disais, et qui faisait que ce qu'il voulait, c'est arriver à pardonner, à demander à sa femme pardon, pour mourir tranquillement. Quand sa femme est arrivée, en fait, je me suis aperçue que je devais faire un accompagnement des deux personnes, ce qui n'était pas facile. Les enfants n'étaient pas encore arrivés. Et le temps que je passais avec ce monsieur était toujours très précieux. Nous avions beaucoup de discussions où il me racontait toute sa vie et tout ce qu'il avait pu faire pour faire du mal à sa femme et à ses enfants en les abandonnant. Il pleurait beaucoup et il était vraiment dans une attitude de recherche de pardon pour trouver la paix en lui. Lorsque sa femme est arrivée, elle était dans une révolte aussi, car elle n'avait pas du tout envie de lui parler, ils ne se parlaient plus depuis plusieurs années. Et j'ai pu écouter cette femme pendant de très très nombreuses heures également, à travers lesquelles elle m'a parlé bien sûr de sa souffrance, de femmes trompées, de femmes abandonnées, ainsi que ses enfants. Ma mission n'était pas facile, mais ce que je sentais, c'était un grand désir en moi de rassembler ces personnes avant le départ et qu'elles puissent partir en paix. Ce qui est bien entendu le rêve de beaucoup de bénévoles, que les personnes puissent mourir en paix avec leur entourage et en paix avec eux-mêmes. Il m'a fallu plusieurs jours avant d'arriver à ce que cette femme puisse vraiment tout raconter, qu'elle puisse raconter toute sa vie et tout ce que cet homme avait pu lui faire, avant que cette colère tombe. Et cette colère a pu tomber après qu'elle se soit dit et redit pendant des heures et des heures. J'ai pu aussi lui parler de son mari qui était dans un désir de pardon et qu'est-ce qu'elle pensait de ce pardon. Est-ce qu'elle était capable de lui pardonner en fait tout ce qu'il lui avait fait. Ça a été un travail intéressant parce que je sentais vraiment que j'étais à ma place en tant que bénévole et que ma mission me semblait très claire, c'est-à-dire vraiment arriver à ce que cet homme et cette femme puissent se dire « je t'aime peut-être encore ». Après 3 semaines d'accompagnement, en fait, ce monsieur étant proche de la mort, j'ai vraiment beaucoup discuté avec sa femme pour lui dire que les jours et les heures étaient peut-être comptés et que si elle avait pu réfléchir à tout ce qu'on avait dit sur ce pardon qu'elle avait à lui donner. Elle avait beaucoup de mal, mais je sentais quand même qu'il y avait des armes qui tombaient en elle. Et j'ai vraiment eu un grand bonheur en moi quand j'ai pu voir cette femme qui est venue pardonner à son mari. Et le visage transformé de cet homme et le sourire est revenu sur son visage après ce pardon. Ça n'a pas été une mission facile, parce que c'est pas toujours facile, mais ça a été vraiment pour moi très enrichissant et j'ai senti que je recevais autant que j'avais donné parce que j'ai vu ces êtres avec ce sourire qui était simplement occasionné par le pardon qu'ils avaient pu se faire mutuellement. Voilà un accompagnement qui m'a beaucoup marqué et que je n'oublierai jamais. Merci Marie-France. Marie-France, dans Albatros 06, il y a également un groupe de deuil. Pouvez-vous nous expliquer comment il fonctionne et ce qu'il apporte aux personnes en deuil? Oui. Ce groupe de deuil, en fait, a commencé parce que, au début où j'ai pris la présidence, je recevais beaucoup de personnes en individuel dans des accompagnements de deuil.
Et à un moment donné, il y a eu tellement de personnes qui demandaient des rendez-vous que je ne pouvais plus assurer tous ces rendez-vous. Donc j'ai eu l'idée de créer un groupe de deuil que j'ai commencé à animer moi-même pendant pas mal d'années, depuis 2002. Et ces groupes de deuil ont lieu tous les mois. Ils sont totalement gratuits. Les personnes qui viennent n'ont pas l'obligation de prendre leur adhésion même à l'association. Ils le font s'ils le désirent, mais ils n'en ont aucune obligation. C'est un groupe de deuil pour le moment qui est ouvert, c'est-à-dire c'est un groupe qui peut recevoir des personnes ayant perdu une personne âgée ou un mari ou une femme qui se suicidait ou un enfant qui est mort avant sa naissance, fait toutes sortes de deuils, toutes sortes de morts. Ce groupe est ouvert. Il a lieu donc une fois par mois. Actuellement, maintenant, c'est une psychologue qui a pris le relais après moi et qui l'anime tous les mois le mardi de 16h à 18h. L'accompagnement des endeuillés est quelque chose de primordial aujourd'hui et il n'y a pas suffisamment de groupes de deuil. Tout l'entourage en fait qui nous entoure Albatros nous le dit. Il manque de groupes de deuil car les personnes ont vraiment besoin d'être aidées après la mort de quelqu'un. Souvent les soignants dans les services n'ayant pas beaucoup de temps de s'occuper des familles. Ce groupe de deuil m'a donné l'idée en fait de créer aussi un groupe pour les aidants, les familles qui sont en train de perdre quelqu'un, c'est-à-dire dans un pré-deuil. Ce sont des personnes qui sont souvent seules, confrontées à la maladie, confrontées au milieu médical où les soignants et les médecins n'ont pas toujours le temps de parler avec eux et qui ont besoin, eux, d'exprimer en fait leur ressenti, leurs émotions. C'est un projet dont nous avons actuellement de développer un groupe pour les aidants, pour les personnes qui sont dans un pré-deuil, accompagnant une famille gravement malade, ou une personne âgée, ou une personne en fin de vie. Nous allons faire des formations à ce sujet et mettre en place en fait ce nouveau groupe de deuil pour les aidants, dès que possible. Marie-France, pouvez-vous nous expliquer, lorsqu'un aspirant bénévole arrive à Albatros 06, comment se passe sa formation en détail, s'il vous plaît? Oui, aujourd'hui, les personnes qui souhaitent faire de l'accompagnement, et à ce sujet, Internet est en train de prendre beaucoup d'importance par rapport aux demandes qui existent, arrivent, demandent un rendez-vous, ils sont reçus en premier entretien par une responsable de formation initiale qui va remplir une fiche qui est déjà bien établie avec des questions notamment sur leur motivation, sur leur capacité d'accompagner, sur leur deuil qui sont plus ou moins récents, car si une personne a perdu quelqu'un trop récemment, elle ne pourra pas commencer à faire de l'accompagnement de suite, il lui faudra attendre au moins 1 ou 2 années suivant la perte de la personne chère. À la suite de ce premier entretien, elle sera vue par une psychologue, donc en deuxième entretien. Si ces 2 entretiens sont concluants, la personne donc sera inscrite à une formation initiale qui dure sur 1 année, à raison de 1 fois par mois, avec des thèmes choisis qui tournent autour, bien sûr, de tout ce qui concerne l'accompagnement, tout ce qu'un bénévole qui se destine à faire de l'accompagnement est susceptible d'avoir besoin dans sa mission d'accompagnant. Et donc, il va commencer sa formation et il va, au cours de l'année, rencontrer d'autres bénévoles qui sont déjà des tuteurs, c'est-à-dire des anciens qui sont dans les établissements, des tuteurs qui seront peut-être le leur à la fin de leur formation initiale au bout d'1 an, avec qui ils seront en stage pendant 3 mois dans un établissement. Ils pourront faire au bout d'1 année leur stage de 3 mois avec un tuteur sous la responsabilité d'un coordinateur. Et au bout de ces 3 mois, nous ferons donc un bilan avec le tuteur et le bénévole pour voir si cet établissement lui convient ou s'il préfère donc faire un accompagnement différent si c'est trop difficile pour lui dans ce cas-là. Lorsqu'il aura fini sa formation initiale et que ces 3 mois de stage seront concluants, il commencera les accompagnements. À ce moment-là, il va s'inscrire dans une obligation de venir à un groupe de parole 1 fois par mois avec une psychologue clinicienne. Et également, il aura des formations continues, un programme de formation continue pour l'année qui sera proposé pour lui et dont il aura l'obligation de venir au moins à 1 thème par trimestre, au moins 4 thèmes dans l'année.
Les bénévoles accompagnants, bien entendu, peuvent rester en contact aussi longtemps qu'ils le souhaitent avec leur tuteur, s'ils en éprouvent le besoin, avec leur coordinateur. Ils ont une appartenance à l'association et donc ils ont une convention d'engagement à signer, où ils s'engagent donc de venir au groupe de parole, aux formations continues, et de garder donc un contact avec les coordinateurs. Donc je pense que l'association est très cadrée par rapport aux bénévoles accompagnants. Ils se sentent très vite en sécurité dans notre association parce que justement ce cadre est bien établi, bien travaillé à l'avance avec des responsables qui sont compétents. Et nos formations sont toujours animées par des professionnels, notamment de la santé, des médecins, des psychologues ou des bénévoles qui sont bien entendu dans un accompagnement de longue date. Madame Juel, l'association Albatros 06 a toujours besoin de plus de bénévoles. Pouvez-vous nous dire dans quelle zone géographique vous intervenez et quel type de bénévoles sont le plus demandés, de qui avez-vous le plus besoin? Oui, notre association Albatros 06, qui a été créée donc en 1993, intervient sur tout le département des Alpes-Maritimes, en sachant que nous sommes actuellement sur le secteur de Vence, le secteur de Mougins, à Nice bien entendu, dans la vallée de la Tinée et la vallée de la Roya. Pour ce faire, bien entendu, nous avons signé des conventions avec les établissements, notamment depuis la loi Kouchner en 1999, qui rend les associations indispensables, on va dire, aux établissements, surtout par rapport à leur demande de subvention. Donc les associations ont la capacité maintenant de rentrer dans tous les services, dans tous les hôpitaux. Nous sommes essentiellement dans des cliniques où il y a des soins palliatifs. Nous sommes au service d'oncologie, au service de l'hôpital La Cassagne à Nice, au CHU de l'Archer à Nice, dans 2 maisons de retraite à Nice également, et sur Vence et Mougins, dans des cliniques où, comme je le disais, se pratiquent des soins palliatifs. Nous avons besoin de bénévoles, de beaucoup de bénévoles, car le bénévolat, en fait, parfois peut être arrêté par certaines personnes. Donc, dans les établissements, il est toujours intéressant qu'il y ait au moins 2 bénévoles par établissement. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir plus de bénévoles pour qu'il y ait un roulement et qu'il y ait un bénévole chaque jour, à des heures différentes, comme ça se pratique au Canada et aussi à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, qui est la référence française des soins palliatifs. Plus nous aurons de bénévoles et plus les patients pourront être accompagnés dans leur solitude, dans leur maladie et dans leur fin de vie, ainsi que les personnes âgées qui ont un grand besoin de parler. Marie-France, pour conclure, quel message voudriez-vous faire passer à tous ceux qui veulent s'engager dans l'accompagnement? Le message que je voudrais faire passer aux personnes qui souhaitent faire de l'accompagnement, c'est de ne pas avoir peur de s'engager, de venir nous voir, nous rencontrer à Albatros, de nous poser des questions et peut-être d'essayer aussi, simplement essayer de voir en fait sur le terrain s'ils ont les capacités de le faire ou pas. L'accompagnement n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'accompagnement comme ça. Mais les bénévoles qui viendront et qui s'engageront avec nous ne seront jamais seuls, ils seront eux-mêmes accompagnés autant qu'ils en auront besoin. Après, ils seront à même de savoir s'ils peuvent ou pas faire de l'accompagnement. Merci Marie-France.